Appelons ce dont je vais parler maintenant un guide de survie. Les amis, aujourd'hui nous allons avoir une conversation dont beaucoup d'entre nous ont besoin depuis longtemps, mais que nous avons tous repoussée. Nous vivons aux États-Unis, mais il y a 3 questions gênantes qui nous trottent dans la tête. Comment participer à la vie politique ici sans mettre en danger sa propre sécurité et celle de ses proches là-bas? Comment parler avec nos enfants de la Russie, de la guerre, de qui nous sommes, sans les traumatiser et sans mentir? Et comment utiliser les institutions locales, de l'école au tribunal, pour qu'elles fonctionnent réellement pour nous, et pas seulement pour la forme? Et voici ce qui est important. En réalité, ces 3 sujets se rejoignent sur un point clé dont presque personne ne parle ouvertement. Je vais la formuler à la toute fin et, honnêtement, c'est la raison pour laquelle ça vaut la peine de regarder cette vidéo jusqu'à la dernière minute. Ne sautez pas tout de suite, car il y a certaines choses à expliquer en chemin, sinon ce ne sera pas très clair. Pour ne pas manquer la suite et les prochains épisodes sur le même sujet, n'oubliez pas d'activer la cloche, elle sera juste sous la vidéo, d'accord ? Comme ça, la plateforme vous proposera d'elle-même des analyses importantes sur la vie des russophones aux États-Unis, en Europe, en Israël et ailleurs. Même là où les gens marchent la tête en bas, les pieds en l'air, et où les kangourous courent à côté d'eux. Je parle de l'Australie, n'est-ce pas ? Bon, allons-y. Comment les russophones peuvent-ils s'engager en politique américaine en toute sécurité ? Beaucoup d'entre nous viennent d'une réalité où la politique c'est quelque chose de dangereux. Là-bas, la politique c'est quand on vient te voir, pas quand tu vas les voir. La réaction typique aux États-Unis est « je ne fais pas de politique ». C'est compréhensible, mais cela pose problème. Ici, la politique t'influence quand même, à travers les visas, les impôts, les écoles, la guerre, le taux de change du dollar. Même si tu fais semblant que la politique n'existe pas. En arrivant en Israël en 1984, j'ai ressenti la même chose au début. En Israël, il est plus aisé qu'aux États-Unis ou en Europe de s'intégrer au pays et à ses événements. Là-bas, tout le monde se dispute. Tu es arrivé plus tôt ou plus tard ? Tu n'es jamais venu ou tu y es allé 3 fois. Ta famille y vit depuis 24 générations. Tout le monde se maudit les uns les autres. Et tout le monde a les mêmes droits et devoirs. Bien sûr, il y a des élites. Tu commences à le découvrir plus tard. Un peu plus loin, je vous donnerai un simple signal d'alarme pour comprendre que vous participez déjà à la politique. Même si vous pensez simplement vivre votre vie, c'est tout. Et comment rendre cette participation sûre, ce qui n'est pas négligeable ? Ce sera plus près du milieu du bloc, alors restez avec nous. Que signifie participer à la politique aux États-Unis ? Il faut distinguer mythe et réalité. Participer ne se limite pas aux manifestations ou publications radicales. Dans le contexte américain, participer, c'est voter, si vous êtes citoyen. Écrire des lettres, des requêtes à vos membres du Congrès, sénateurs, députés locaux. Aller aux réunions, aux conseils scolaires, aux assemblées publiques, aux réunions communautaires. Soutenir les organisations et les médias par des dons. Signer des pétitions, s'exprimer en audience publique, c'est faire de la politique. Mais pas au sens russe, dangereux. Dans le sens américain, c'est un outil d'influence normal. Le principe fondamental, la sécurité, c'est de bien séparer les 3 sphères de votre vie. Premièrement, ce que vous faites aux États-Unis dans le cadre de la loi américaine. Deuxièmement, ce que vous avez laissé en Russie. La famille, les biens, les relations. Et troisièmement, ce que vous faites publiquement. Ce qui peut être trouvé sur Internet, si vous avez des parents en Russie, surtout s'ils dépendent des structures étatiques. Entreprises liées à l'État. Des proches employés, Dieu nous en garde, dans des agences de sécurité. Alors il ne faut pas commencer votre parcours par des vidéos radicales, qui pourraient ensuite servir de base à une affaire pénale contre eux, contre vos proches. Mais cela ne signifie pas qu'il faut garder le silence complet. Cela signifie simplement choisir les formes. Au lieu d'appeler publiquement à agir en Russie, participez aux initiatives américaines pour les droits humains. Au lieu de nommer tout le monde, agissez avec prudence et discernement. Partagez son expérience à travers des organisations qui savent protéger les sources au lieu de crier seul. Une activité plus systématique, mais moins risquée. Des lettres, des rencontres, la participation à la politique locale. Voilà le signal d'alarme promis. Si vous participez à des manifestations, à des réunions. Même si vous écrivez simplement de façon active dans des chats publics, vous faites déjà de la politique. Vous le faites spontanément ou consciemment, donc de manière sûre. Regardez jusqu'au bout. À la fin, je vous donnerai une formule simple qui permet de réduire considérablement le risque et en même temps d'augmenter votre influence, ici et là.
les réseaux sociaux, ce qui est vraiment dangereux et ce qui ne l'est pas. Ici, tout est simple mais important. Écrivez seulement ce que vous êtes prêt à voir un jour imprimé sur le bureau d'un enquêteur ou d'un garde-frontière. N'écrivez pas sous le coup de la colère. D'abord, calmez-vous et formulez vos propos sans inclure de données personnelles sur vos proches ou des personnes potentiellement ciblées. Vous n'imaginez pas combien il y a d'imbéciles. Ce sont des imbéciles, ils le font. Des zones vraiment dangereuses. Des appels directs à la violence. Des appels détaillés à l'action sur le territoire russe. Publication de doxing. Eh bien, c'est-à-dire des adresses, des numéros de téléphone, des données personnelles. Les opinions, les émotions, les critiques envers les autorités et les politiciens américains sont protégés par le premier amendement. Mais souvenez-vous, mesdames et messieurs, nous n'avons pas affaire aux États-Unis. Internet a une longue mémoire. Et les captures d'écran vivent leur propre vie comme un pays à part. La petite politique, qui en réalité est grande. Beaucoup pensent que la politique, c'est la Maison-Blanche, c'est CNN. En réalité, les décisions importantes pour votre famille sont souvent prises d'en bas. Qu'est-ce que en bas? Les conseils scolaires, school board, les conseils municipaux, city council, les comités de quartier, community boards. Voici un exemple simple. Votre enfant rentre de l'école et dit « Aujourd'hui, on a parlé de la guerre, et j'avais honte de dire que je parle russe ». Au lieu de s'emporter dans le groupe de parents, on peut aller rencontrer l'enseignant. Discuter de la manière d'aborder le sujet avec plus de délicatesse. Suggérer des livres, des supports ou d'autres formulations. Saisir le conseil scolaire si le problème est systémique. Vous adoptez déjà une position politique, mais vous le faites comme il est d'usage aux États-Unis, par le dialogue et les procédures et non par la peur ou les cris. Comment ne pas mettre en danger ses proches en Russie? Une courte liste de règles. N'impliquez pas vos proches dans vos actions publiques, ne les mettez pas devant la caméra, ne signez pas de lettres ou de pétitions au nom d'autres personnes, discutez-en honnêtement avec eux. Vous menez des activités publiques, respectez-en les limites. Évitez d'impliquer les structures étatiques russes dans vos différends autant que possible. Faites moins de déclarations et de requêtes à la Fédération de Russie si vous êtes déjà devenu activiste ici. Ne tombez pas dans la paranoïa. Mais ne vivez pas non plus comme si les menaces n'existaient vraiment pas du tout, et c'est à ce moment-là que tout ce que vous faites à l'extérieur revient à la maison. Aux enfants qui se demandent « Qui sommes-nous? Sommes-nous de bonnes personnes? Est-ce qu'on nous aime ici? De quel côté sommes-nous » C'est là que commence un deuxième sujet encore plus délicat. Comment parler avec les enfants de la Russie, de la guerre et de l'identité? C'est franchement la partie la plus douloureuse pour beaucoup. On peut avaler la politique, on peut gérer la bureaucratie, mais que dire à ces enfants, surtout quand ils vivent entre deux mondes? Je vais tout de suite vous donner une piste. Vers la fin de cette partie, je proposerai une phrase que vous pouvez dire à un adolescent pour être honnête, sans lui retourner la tête ni en faire une copie de vous-même. Ça marche vraiment. L'âge est la dose de vérité. La règle principale, c'est qu'à chaque âge correspond une profondeur de conversation différente. Avec les petits-enfants, disons jusqu'à 6 ans, il faut dire « il y a des pays qui sont en guerre en ce moment, c'est très mal, les gens se tirent des cheveux dessus, nous sommes contre le fait que l'on tue et que l'on détruise ». Inutile de parler de beaucoup de sang ou d'entrer dans les détails. Avec les adolescents, on peut aborder les causes, la responsabilité, la propagande et les différentes positions. Il est important de reconnaître la complexité du monde et de ne pas tout diviser en noir et blanc juste pour la forme. De toute façon, ils ne comprendront pas comme ça, ils ne comprendront pas le noir et le blanc. Votre tâche n'est pas de déverser sur l'enfant tout ce que vous avez sur votre chaîne Telegram, mais de lui en donner autant qu'il peut supporter sans panique ni cynisme. Ne pas mentir mais doser. Il est très tentant de dire « il n'y a pas de guerre, calme-toi, tout va bien ». Ou bien tout le monde nous déteste, ou bien en Russie tout le monde est un monstre. Ou au contraire, en Russie tout le monde est un saint et ici ce sont des monstres. Il vaut mieux, mesdames et messieurs, choisir des formulations honnêtes mais simples. Disons, en ce moment, il y a une guerre entre la Russie et d'autres pays, nous pensons que ce n'est pas juste. Dans tous les pays, certains soutiennent le pouvoir, d'autres s'y opposent. Il est important pour nous d'être du côté des gens, et non du côté de la destruction. Si un enfant demande « Et nous, qui sommes-nous » ne fuyez pas la réponse. En qui sommes-nous? C'est l'identité de l'enfant, il posera cette question de toute façon. Les enfants russophones aux États-Unis ont un vrai mélange dans la tête. De la langue russe à la maison, de l'anglais à l'école, des nouvelles difficiles sur la Russie,
parfois en parlant de proches parents que l'enfant connaît et aime peut-être, Что-то происходит. des blagues sur les stéréotypes, de la haine et tout le reste, tout cela venant des camarades de classe. Que peut-on dire? Tu vis en Amérique et c'est ton pays, mais notre famille a des racines dans tel ou tel pays. Ce n'est ni honteux ni mauvais, c'est simplement une part de toi, de moi, de nous tous. Chacun a des racines quelque part. Certains viennent de Belfast, d'autres de Roumanie, d'autres d'Afrique, et nous, toi et moi, venons de là-bas, justement. L'État et le peuple, ce n'est pas la même chose. Ce que fait le pouvoir, ce n'est pas ta faute personnelle. Quel rapport as-tu avec ça? Et tu n'as pris aucune décision à ce sujet. D'ailleurs, tes parents non plus. Et tu n'es pas obligé de te justifier pour les décisions des politiciens. Tu ne peux pas choisir de quel côté tu es, humainement parlant. Voici la fameuse phrase pour les adolescents dont je parlais tout à l'heure. Je te fais tellement confiance que je peux te dire honnêtement ce que je pense moi-même. Mais je ne veux pas que tu sois ma copie. Je veux que tu apprennes toi-même à lire, à douter, à discuter et à ne laisser personne, ni moi, ni l'État, ni tes camarades de classe, ni les enseignants, ni personne t'empêcher de penser. À personne. Ne laisse personne t'empêcher de penser. Cette phrase montre à l'enfant, à l'adolescent, qu'il est adulte. Et vous êtes adulte, mais pas un dictateur. Et c'est d'ailleurs le meilleur antidote contre la future propagande, n'importe laquelle, de gauche, de droite, verte, brune, n'importe laquelle. Comment parler de la guerre sans traumatiser? Règle pratique. Ne montrez pas à l'enfant des vidéos ou des photos choquantes. S'il les a déjà vues, discutez avec lui de ce qu'il ressent. Expliquez que les enfants de ce pays-là ne sont pas responsables de la guerre, mais que ce sont les décisions de certains adultes, généralement un petit groupe de personnes au pouvoir, qui en sont la cause. Soulignez vos valeurs familiales. La vie est plus importante que la victoire à tout prix. L'être humain est plus important que l'État, du moins si ce sont les valeurs de votre famille. Ce sont les valeurs de ma famille. Si un enfant demande « Pour qui ?» Pour éviter que des gens ne soient tués ou privés de liberté pour leurs opinions. Pour moi, il est essentiel que personne ne soit « Quelle valeur, je sais, valeur ». Que cela n'arrive ni en Russie, ni en Ukraine, ni nulle part ailleurs. Je comprends qu'il y aura d'autres questions ensuite. Ensuite, vous pouvez expliquer votre position, mais dites toujours « pourquoi ?» Et ajoutez aussi « mais tu as ta propre tête sur les épaules ». Tu dois réfléchir par toi-même, et non pas agir comme quelqu'un d'autre te dit, pense ou te conseille. Utilise ta propre tête. On fait pression sur l'enfant à l'école. Imaginez un tel scénario. On se moque de l'enfant à cause de la langue russe. On plaisante sur les Russes, on accuse l'enfant de la guerre. Que faire? Écoutez. En aucun cas, il ne faut minimiser. Ne dites pas « ce n'est rien, ce n'est pas grave ». Pour lui, ce n'est pas rien. C'est un traumatisme pour lui. Dites-le clairement. Ce qui se passe, ce qu'ils disent, ce n'est pas correct. Tu n'es pas obligé de supporter ça. Ensuite, selon l'âge, répétez avec lui une réponse calme. Ou bien prenez en charge le contact avec l'école. Allez voir l'enseignant. Au psychologue scolaire, à l'administration. Et expliquez. Pas simplement se plaindre, expliquer ce qui se passe et en discuter. Quelles sont leurs méthodes, ce qu'ils comptent en faire. Ne vous contentez pas de « ne vous inquiétez pas, nous allons régler ça ». Que comptez-vous faire concrètement? Leur solution pourrait ne pas vous convenir. S'il n'y a pas de réaction, alors faites intervenir le niveau supérieur, le système, comme un outil. Et c'est ici que nous passons à la troisième partie clé. Comment apprendre à ne plus craindre l'école, la police, les tribunaux. Mais à les utiliser comme il se doit, comme une protection. Notre protection à tous, et non comme une menace pour nous. L'Amérique, Dieu merci, est un pays où les tribunaux, la police et les écoles sont encore, disons partiellement, une protection et non une menace. L'essentiel en conclusion est de savoir si nous sommes prêts à cesser de vivre comme des personnes temporaires et de vivre comme des gens ayant des droits. Comment utiliser les institutions locales, des écoles aux tribunaux? Nous avons appris à éviter le pouvoir, à aller à la police seulement en cas d'urgence, et au tribunal si tout va très mal. Mais aux États-Unis, la logique diffère. Les institutions existent pour résoudre les problèmes. C'est justement pour les situations dont nous parlons maintenant.
Et avant que nous allions plus loin, je vous rappelle que si vous voulez voir la suite, des analyses de cas concrets, des modèles de lettres, des exemples de requêtes, n'oubliez pas d'activer la cloche. Sinon, les algorithmes vont simplement vous ramener vers des mêmes cours, au lieu de contenu utile. L'école n'est pas un temple étranger, mais un endroit où vous avez une voix. Que peut-on faire ? Utilisez les réunions avec les enseignants. Ils appellent ça des réunions parents-enseignants pour parler du contenu des cours, de la façon dont les sujets sensibles sont abordés. Peut-être que votre enfant vient vous raconter quelque chose qui vous inquiète, alors demandez à l'enseignant si c'est vraiment ainsi qu'il ou elle a présenté les choses, ou si c'est l'enfant qui a compris ainsi. Si c'est le cas, parlez-en avec l'enseignant. Si la façon dont elle présente les choses ne vous convient pas, demandez à l'enseignant. Pourquoi faites-vous cela de cette manière ? Ne pensez-vous pas que c'est un peu unilatéral ? Si cela ne fonctionne pas avec l'enseignant et que celui-ci commence à s'énerver, dites simplement « Merci beaucoup, au revoir ». Ici, on dit directeur adjoint, mais c'est l'adjoint du directeur, même si le nom diffère. S'adresser au psychologue scolaire ou au conseiller d'orientation. Discuter de l'adaptation de l'enfant, de son stress. Il faut absolument le faire, nous n'y sommes pas habitués. Ces personnes attendent que vous veniez leur poser des questions. Ils vous feront part de leurs observations, poseront des questions, répondront, discuteront avec vous. C'est leur travail. Ensuite, il faut absolument venir à la réunion du conseil scolaire, c'est-à-dire du school board. Il faut soulever les questions si le problème est systémique. Quels sont vos droits ? Voilà. Exigez un environnement sûr pour votre enfant, c'est très important. Et quand vous leur dites cela, ils deviennent tout de suite vigilants. Ils savent que c'est important. Demandez quels supports sont utilisés, comment les sujets complexes sont présentés. Si vous découvrez qu'un livre anti-israélien, antisémite, anticapitaliste ou autre est utilisé, demandez pourquoi. Demandez qui l'a fourni. Vous pouvez aussi consulter le directeur adjoint chargé des supports pédagogiques dans votre école ou au sein du district, quel que soit son titre. Dans le district, c'est ce qu'on appelle la circonscription. Parfois, il y a un district avec 2 écoles, 3, 15, mais s'il y en a 700, il est peu probable que vous y alliez. On peut aussi trouver où s'adresser. Là-bas, c'est un peu plus compliqué à comprendre. Aux États-Unis, morceau, la police n'est pas un organe punitif pour les étrangers. C'est un service que vous avez le droit d'utiliser. Un service, c'est quand on fait appel à la police. Par exemple, des menaces directes contre vous ou votre enfant. Agression, vandalisme, harcèlement. Et bien sûr, les menaces fondées sur l'origine nationale ou ethnique. Il faut en parler non seulement aux enseignants, mais aussi au directeur adjoint et à la police. À l'école, il faut prévenir « je vais à la police ». Il est au moins important de consigner le fait, la déclaration, le numéro de dossier, afin que vous ayez tout cela. Et les preuves, messages, vidéos, photos, tout ce que vous avez. Si c'est l'enfant qui l'a raconté, interrogez-le et notez tout, si nécessaire. Demandez de l'aide à une ONG qui peut vous accompagner dans vos échanges avec la police. Le tribunal n'est pas un ennemi. Les États-Unis sont un outil normal. Pour les questions d'immigration, les conflits de travail, les questions de discrimination, pour la protection contre la violence et les menaces. Les procès peuvent être longs et coûteux, mais il existe des cliniques juridiques gratuites ou à tarif réduit dans les universités. Des organisations de défense des droits de l'homme traitent des affaires d'intérêt public, ainsi que des initiatives locales d'aide aux migrants. Dans toutes les grandes entreprises, vous pouvez demander s'il y a un avocat gratuit. Habituellement, l'entreprise consacre un certain nombre d'heures à ce qu'on appelle des bonnes actions. L'essentiel, c'est de ne pas baisser les bras en se disant « on ne peut rien changer ». Tu peux changer les choses et comment ? Parfois, une seule demande bien formulée peut changer non seulement ta situation, mais aussi la pratique pour des dizaines de personnes après toi. ONG et organisations communautaires. Tu n'es pas obligé d'être juriste ou activiste pour utiliser le système. Il existe des centres communautaires russophones, mais c'est surtout dans les grandes villes. Des ONG américaines travaillant avec les migrants et les victimes de discrimination. Des projets de défense des droits de l'homme qui se consacrent aux personnes venant de pays autoritaires. Votre tâche est de trouver le niveau où vous êtes à l'aise d'un centre local à une grande organisation nationale. Voici le principe clé. Vous n'êtes pas un quémandeur. En Amérique, vous êtes une personne avec des droits. La plus grande transformation intérieure consiste à cesser de se sentir comme un invité toléré temporairement. Vous n'êtes pas un invité si vous vivez ici. Vous êtes un membre de la société. Un petit rouage, mais une société. Chacun de nous l'est aussi.
Avec un statut, une carte verte ou la citoyenneté, vous n'êtes plus un quémandeur, mais une personne avec des droits. Même en cours de procédure, vous bénéficiez d'une protection de base. Plus tôt nous arrêtons d'interagir avec le système en nous excusant presque d'exister, plus vite il commence à fonctionner aussi pour nous. La chose la plus importante pour laquelle cela valait la peine de regarder cette vidéo jusqu'au bout. Rappelez-vous, j'ai dit au tout début que les 3 sujets se rejoignent en une seule idée. La voici. Tant que nous vivons en mode temporaire, que nous restons silencieux en politique, que nous avons peur de parler avec nos enfants, que nous n'utilisons pas les écoles et les tribunaux, nous acceptons nous-mêmes d'être des objets et non des sujets. Quand nous avons peur de toute activité politique, ce sont ceux qui crient le plus fort qui prennent les décisions à notre place. Et généralement, ce sont aussi les plus radicaux. Quand nous restons silencieux avec nos enfants, les ventes dans leurs esprits sont remplies par des mythes venus d'ailleurs. TikTok, la télévision, la rue, quand nous n'utilisons pas les institutions, seuls ceux qui ont le plus d'audace et de cynisme en profitent. Le principal tournant pour les russophones aux États-Unis n'est pas de savoir s'il y aura une nouvelle sanction demain ou un changement de président. Il s'agit du moment où nous nous dirons à nous-mêmes « Je vis ici, j'ai une voix, j'ai des droits, j'ai une responsabilité envers mes enfants et envers ceux qui viendront après. » Dès que vous y croirez, pas seulement avec votre tête, mais avec vos tripes, la participation à la politique ne sera plus un exploit dangereux, mais une partie normale de la vie. Les discussions avec les enfants ne seront plus une torture, mais l'occasion d'élever un adulte responsable, et l'école, la police, le tribunal seront des outils, non des menaces. Si vous avez regardé jusqu'à ce moment, vous avez déjà fait un pas en quittant la position d'observateur pour adopter celle d'une personne qui veut comprendre et influencer. Indiquez en commentaire dans quel état vous êtes. Parmi ces 3 thèmes, la politique, les enfants, la protection des droits, lequel est-ce le plus urgent pour vous actuellement ? Souhaitez-vous un épisode séparé avec des instructions directes, des modèles de lettres pour enseignants, des phrases pour parler à la police, des formulaires pour contacter votre membre du Congrès, et surtout, cliquez sur la cloche. Ainsi, les prochaines parties de cette grande discussion sur la vie des russophones aux États-Unis ne vous échapperont pas. Et ensemble, nous pourrons passer de la peur et de la précarité à une vie normale, stable et pleinement reconnue ici. À la prochaine rencontre.